Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 heures, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tout le monde, tous les pèleriners qui sont présents derrière leur écran. On va commencer par l'appel des conseillers. François de Jardière, il est présent. Cécile Mariadec, Paul Brunet, Marie-Christine Curodo, Pascal Monnier. Brigitte Doucet est absente à donner pouvoir à Alain Lecause, mais si j'ai bien compris, elle pourra arriver en fin de séance. On verra. Jean-Luc Billan, Valérie Lallemand, Philippe Berthou, Patrick Gavouillère, Monique Serrault, Patricia Tellier, Jean-Luc Lécuyer, Jackie Plénaud, Alain Lecause, Sylvia Brizard, Thibaut Goupil, Adélaïde Fourage, Thomas Lecam, Virginie Merlet, Mathilde Kerfourne a donné pouvoir à Cécile Mariadec, Jean-Michel Moussu, Christian Dréan, Emmanuel Labarre a donné pouvoir à Madame Pérez, Nicolas Lécureuil a donné pouvoir à Monsieur Dréan, Anne Pérez, Christelle Delerue, Jean-Luc Micheneau a donné pouvoir à Madame Paquet et Madame Paquet est présente. Très bien. Le secrétaire de séance est aujourd'hui Jackie Plénaud et Jean, je l'en remercie de cette lourde tâche. Nous allons passer à l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des demandes d'intervention, des modifications? Tout est clair. Écoutez, nous allons passer au vote. Qui est pour le procès verbal de la séance précédente? Donc c'est très bien. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Pardon, sauf Monsieur Gavouillère. Alors. Après, l'ordre du jour. Donc nous allons commencer par les comptes rendus des décisions prises par le maire. Ensuite, une séquence finances ressources humaines, où il y aura l'abrogation de la délibération 2023-41 et désignation d'un référent déontologue. Vérification du tableau des effectifs. Convention de mise à disposition du personnel de la ville auprès du Centre communal d'action sociale du Pèlerin. Le fonds de concours 2024, convention annuelle. Les admissions en non-valeur, l'autorisation de lancement du marché de nettoyage des bâtiments communaux pour 2025-26, l'autorisation de lancement du marché de travaux pour la réhabilitation du périscolaire de l'école de l'Ermitage. Ensuite, nous irons voir la petite enfance, jeunesse pour le lancement d'un marché à procédure adaptée pour la confection de repas pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs sans hébergement. Et enfin, la convention de mise en place du projet éducatif du territoire 2024-2027. Ensuite, nous aurons des questions et informations diverses, et entre autres les rapports, la présentation des rapports d'activité, de la sémitan, de l'eau et des déchets, que tout le monde attend avec impatience. Ah oui, un petit propos avant de commencer. Donc des précisions sur les dates des prochains conseils municipaux. Donc je vous demande de bien les noter, enfin on vous les redira, mais enfin. Donc il y aura un conseil municipal le mercredi 13 novembre. Et en début de ce conseil municipal, il y aura la présentation du rapport de Nantes Métropole par Jean-Claude Lemasson, qui est le maire de Saint-Aignan-Grandlieu, et également le 9e président de la métropole nantaise en charge de la proximité. Et ensuite, celui de décembre est décalé au mercredi 18 décembre, et non pas le 16. C'est bon. De toute façon, on vous remettra ça dans les... On vous enverra toutes ces modifications. Alors, on va commencer par les décisions prises par le maire. Il y en a 7, je crois. La première, c'est un avenant numéro 1 au marché de travaux pour la construction du centre technique municipal. Donc, c'est le lot numéro 5 et de la serrurerie. Donc, c'est une
on a eu la nécessité de faire des modifications en cours de travaux sur le lot numéro 5, donc il convient de régulariser le marché pour un montant de 4 374 € hors taxe. Donc c'est une question qui a été posée en commission, donc en fait c'est la création sous la mezzanine d'un espace grillagé de façon à ce que lorsque les associations viendront prendre le matériel, ils ne puissent pas aller dans l'intérieur du CTM, proprement dit. La seconde décision, ça concerne le marché de travaux pour la création d'un terrain de football en gazon synthétique, donc c'est le terrassement et éclairage sportif. Donc la collectivité a procédé à une consultation sous forme de procédure adaptée pour le marché de travaux concernant la création d'un terrain de football en gazon synthétique pour le terrassement et l'éclairage sportif. Donc il y a eu deux lots, terrassement et éclairage sportif. Le premier lot a été attribué à Mabilo TP pour 136 000 € hors taxe. Le second, l'éclairage sportif, a été attribué à Inéo Réseau Centre-Atlantique pour un montant de 115 931 € et 10 centimes. Les marchés sont conclus pour les montants maximaux hors taxe indiqués et démarreront à compter de l'émission d'un ordre de service, donc ils ont commencé début juillet. Les crédits nécessaires au règlement du marché sont inscrits à l'opération terrain sportif du budget 2024. La décision suivante concerne le marché d'assistance et de maintenance du parc informatique. Donc, considérant que la collectivité a procédé à une consultation sous forme de procédure adaptée pour le marché d'assistance et maintenance du parc informatique, donc nous décidons de conclure avec la société MADSI, qui est à Bougnay, un marché d'assistance et maintenance du parc informatique pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois. Le marché est conclu pour le montant maximal de 39 132 € hors taxe. Et donc ce marché a débuté à compter du 1er août. Alors pourquoi on a changé? Avant nous étions avec Iliane. Iliane était au début très bien et a grossi fortement et a surtout pris le marché de Nantes Métropole. Donc les petites communes comme le Pèlerin, une si petite ville, ça l'intéressait peu et on avait beaucoup de difficultés pour avoir des réparations, enfin, ne serait-ce que pour les contacter. Ce qui a poussé à nous prendre MADSI, c'est qu'en fait, contrairement à Iliane qui faisait très peu de préventif et beaucoup de curatif, donc à chaque fois un ticket qui nous coûtait relativement cher, MADSI fait l'inverse. Il fait beaucoup de préventif pour avoir très peu de curatif. Donc théoriquement, on devrait s'en sortir financièrement. Okay. Ah pardon, Monsieur Dréan. On peut avoir une idée approximative du nombre de postes que ça couvre, parce que personnellement je trouve ça un peu élevé. Le nombre de postes, enfin, alors là, comme ça, je peux absolument pas vous le dire. Parce que à ce tarif-là, ça vaut presque le coup de se poser la question d'avoir un technicien en interne. Là, on va vous faire parvenir dès demain le nombre de postes. Ça, il n'y a pas de souci. Après, décision suivante. La convention d'occupation précaire d'un logement 22 rue de la Jouardet. Donc c'est une mise à disposition d'une maison donc à l'association qui s'appelle Solidarité Estuaire. Donc c'est pour loger les réfugiés ukrainiens. Donc on est reparti jusqu'au 31 décembre 2024. Décision suivante, c'est un marché de travaux pour la création d'un terrain de foot en gazon synthétique. Donc là c'est le lot numéro 3 qui concerne le terrain. Donc le marché initial a été conclu en 2016 avec un remplissage de terrain en base de pneus recyclés. À partir de 2031, ce type de remplissage sera strictement interdit. La ville a donc fait le choix d'anticiper cette interdiction et d'utiliser un matériau naturel qui est la rafle de maïs. Compte tenu de cette modification, l'actualisation du prix représente une augmentation d'environ 100 000 € par rapport au montant initial de l'offre. Donc nous avons pris conseil auprès du service de contrôle de légalité de la préfecture sur les modifications apportées au projet et ils nous ont conseillé de nous sécuriser juridiquement et que la commune passe un nouveau marché permettant en outre de répondre à son nouveau besoin, à savoir l'utilisation d'un matériau naturel
dans une volonté de respect de l'environnement et de préservation de la santé publique, ce que nous avons fait. Donc, le lot a été attribué à Sporting Sol pour un montant hors taxe de 803 726 € et 90 centimes. Madame Paquet. Alors, bonsoir à tous. Si je comprends bien, le marché précédent a été annulé juridiquement parlant. Comment ça se passe? Oui. C'est-à-dire qu'on voulait repartir sur le même marché. Et on s'est renseigné par le fait de changer de matériaux de remplissage, savoir s'il y avait une incidence ou pas. Et c'est le contrôle de légalité qui nous a dit qu'il vaut mieux sécuriser. Et donc c'est pour ça qu'on va relancer un marché. Donc c'était au mois de juin, juillet. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le prestataire avec qui vous étiez engagé? Allez-y. Oui, en fait, on a donc eu un accord avec... En fait, c'est le même prestataire qui a remporté le marché. Donc, même s'il y a eu une consultation, il y a 3 entreprises qui ont répondu au nouveau marché. Donc, avec Sporting Sol, donc on a signé un accord pour mettre fin au marché précédent. Donc, du coup, il n'y a pas on n'est pas soumis à pénalité. Car si le marché, on l'avait arrêté de notre propre initiative, on aurait été soumis à pénalité financière. La décision suivante concerne le prêt de véhicule de type minibus à la résidence Simon Ringard. Donc c'était ce minibus a été prêté le mercredi 4 septembre. Et enfin, dernière décision, elle concerne l'avenant numéro 1. Une petite question. Je pense qu'il y a eu... c'est pas méchant, mais c'est au sujet d'une délibération. En fait, il y a eu 2 délibérations sur ce sujet-là. Ou alors il faut m'éclairer. Parce qu'il y a une délibération que 2024-22, mais il y a eu aussi une 2024-16. Vous avez un doublon dans le dossier de consultation. Donc c'est la 24-16, je pense qu'il faut évacuer. Je ne sais pas comment elle existe, si c'est simplement une erreur de photocopie. Les services vont regarder ça de très près. La 24-16. Hein. Donc j'étais à mon minibus, pas de problème pour le minibus. Après donc l'avenant numéro 1 à la convention avec le groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique, le GAP 44, l'accompagnement pour la mise en place du projet de restauration scolaire. Donc vu la délibération du 2 novembre 2020 portant l'approbation de la convention avec le GAP 44 pour la rédaction, l'analyse et le suivi du cahier des charges du marché de restauration scolaire, considérant que l'édit de convention arrive à échéance le 31 décembre 2024, il convient donc de modifier la date de fin de convention indiquée à l'article 2 afin de la faire coïncider avec la fin du marché de restauration scolaire prévu le 31 août 2025. Donc il est décidé de prolonger la prestation de convention citée ci-dessus jusqu'au 31 août 2025. Bon, voilà pour les décisions. Ah, pardon, Madame Paquet. Alors, c'est un petit point un peu juridique. J'aimerais comprendre. Dans les décisions qui sont transmises au contrôle de légalité, j'ai constaté qu'à part une qui était signée électroniquement, tous les documents qui sont indiqués, lus et approuvés ne sont pas signés. Et je me pose la question, est-ce que juridiquement ça va poser un problème? Il s'agit des décisions, hein, je ne parle pas de délibération. Les délibérations, c'est normal que dans les pièces, elles ne soient pas encore signées puisqu'on n'a pas voté. Mais pour les décisions, je suis quand même assez surprise de voir qu'à part une où vous avez une signature électronique, monsieur le maire, les autres ne sont pas signées. Et c'est quasiment toutes sauf une. Donc c'est quand même un peu surprenant. Ouais. Alors, monsieur Marinière. Micro. Voilà. Donc oui, alors si c'est effectivement des décisions non signées qui vous ont été fournies, c'est une erreur. Parce qu'en fait, toutes les décisions du maire sont envoyées au contrôle de légalité systématiquement. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on vous renverra les décisions signées de manière électronique.
Oui, parce que moi je les ai ici, hein, sont toutes signées, voilà, je les ai toutes signées. Il n'y a rien qui passe sans la signature. Mais en fait, c'est pas les pièces qui ont été fournies dans la préparation du conseil. Très bien. Alors, délibération. La première délibération concerne l'abrogation de la délibération 2023-41 du 9 juin 2023 et désignation d'un référent déontologue de l'élu local. Donc, je ne vais pas vous lire l'entièreté de cette délibération. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la demande de la préfecture que nous abrogeons cette délibération, puisqu'en fait, elle souhaite, suite à une petite passe d'armes entre la préfecture et puis l'association des maires de France, donc elle souhaite que tous les déontologues soient inscrits donc dans la délibération, dans le corps de la délibération, et non pas en annexe. Donc ça, c'est la demande de la préfecture. Au début, même la préfecture avait demandé simplement un seul déontologue. Et c'est l'AMF qui a dit non, on en veut plusieurs. Et après, ils se sont mis d'accord, on dit d'accord pour plusieurs, et par contre, dans le corps de la délibération. Donc c'est pour ça que dans cette délib, donc vous allez retrouver tous les différents déontologues possibles. Alors c'est un truc un peu idiot, je dirais, puisqu'à chaque fois que quelqu'un va changer, on sera obligé de repasser la délibération. Voilà. Et ça change absolument rien à ce qu'on a voté sur la délibération suivante. Précédente. Avez-vous, Madame Paquet? Juste pour dire que bon, c'est encore une fois une délibération qu'on revoit, donc c'est toujours un peu pénible. Et sur le fond, le conseil municipal avait voté, avait fait ce choix. Il y avait une autre proposition qui était de mutualiser avec Nantes Métropole. Nous pensions que c'était une bonne idée, donc comme la dernière fois, nous nous abstiendrons. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à abroger la délibération 2023-41 du 9 juin 2023, de désigner en qualité de référent déontologue les membres de la liste constituée par l'AMF 44. Je vais quand même vous citer les noms. Monsieur Gilles Bachelier, maître Marie-Christine Carlier-Muller, Madame le bâtonnier Catherine Lesage, Monsieur André Loisy, Monsieur Jean-Luc Marguet, Maître Jean-Charles Méran, Monsieur Patrick Mindu, Monsieur Jean-François Mola, et en cas de demande de collégialité, Monsieur Bernard Madeleine. Donc on décide que là où les personnes suspensionnées exerceront leurs fonctions pour une durée de 3 ans, fin de mandat, fixer les modalités de saisine ou des référents des déontologues, ainsi que les conditions d'examen des demandes comme telles, l'élu saisi. Après vous avez donc toute la procédure. Décider que les avis du ou des référents déontologues seront rendus dans des conditions suivantes. Un avis écrit, daté et signé devrait être rendu dans un délai maximum de 3 mois. Décider que les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues sont les suivants. Les moyens mis à disposition seront en fonction de l'affaire à traiter. Fixer les modalités de rémunération du ou des référents déontologues comme telles, 80 € par personne et par dossier, 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée, 200 € pour la participation effective à une séance de collège d'une demi-journée. Décider que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. Autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, ça concerne la modification du tableau des effectifs et elle est présentée par Cécile Mériadec. Bonsoir à tous. Donc, comme à chaque conseil municipal, il nous appartient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Aujourd'hui, 7 suppressions de postes et 2 créations.
Donc, suite à la réussite au concours d'un agent au grade d'adjoint d'animation principale de seconde classe et suite à la nomination de l'agent sur ce grade, il convient de supprimer le poste suivant, un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi permanent à temps complet 2. Suite à la demande de disponibilité pour convenance personnelle d'un agent de la collectivité à procéder à la création d'un nouveau poste en augmentant le taux d'emploi, il convient de supprimer le poste suivant, un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi permanent à temps non complet, 21/35e. Suite au départ en retraite d'un agent, il convient de supprimer le poste suivant, un poste d'adjoint technique principal de première classe, emploi permanent à temps non complet, 33/35e. Suite aux besoins du service enfance, jeunesse, éducation et notamment la restauration scolaire, 2 appels à candidature ont été lancés. La collectivité a opté pour la nomination en qualité de stagiaire des agents occupant d'ores et déjà les postes en qualité de contractuels. S'agissant de 2 recrutements par accès direct, il convient de supprimer les postes dont les grades sont accessibles par concours, soit un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, emploi permanent à temps non complet 31/35e, un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, emploi permanent à temps non complet 22/35e. Enfin, pour les suppressions, la procédure de recrutement pour le poste de responsable du centre technique municipal s'est avérée infructueuse. La collectivité a opté pour une organisation différente au sein des services techniques. Il convient donc de supprimer le poste en doublon suivant, un poste de technicien territorial emploi permanent à temps complet et un poste d'agent de maîtrise principale emploi permanent à temps complet. Les créations de postes maintenant. Comme indiqué lors du CST du 23 novembre 2023, le personnel du CCAS va être transféré vers la ville, avec en contrepartie la mise en place d'une convention de mise à disposition du personnel communal au CCAS pour les seules missions relevant réellement de l'établissement public. Pour rappel, le choix avait été fait en 2015 de transférer les 2 agents communaux au CCAS dont les missions étaient, à l'époque, presque exclusivement dédiées au fonctionnement de l'établissement public. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec l'apparition de l'espace France Service en 2022, puis le traitement des cartes d'identité et passeports en 2023. Dans le cadre de ce transfert, donc, qui sera effectif à compter du 1er janvier 2025, il convient de créer les postes pour la commune d'un poste de rédacteur territorial emploi permanent à temps complet et 2 postes d'adjoint administratif territorial emploi permanent à temps complet, considérant que ces postes ne sont pas disponibles au tableau des effectifs. Le comité social territorial du 6 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. La commission finances ressources humaines également. Voilà. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Alors, nous voterons pour, hein, bien sûr. Mais toutefois, on souhaiterait intervenir. Nous sommes très inquiets donc, sur la charge de travail qui se reporte sur certains agents et du manque de personnel pour certains postes, aujourd'hui et à venir. La fonction publique n'étant plus très attractive, envisagez-vous d'y remédier par diverses actions qui seraient en votre pouvoir? Merci. Écoutez, on reçoit, on a donc des comités sociaux territoriaux régulièrement, souvent. Donc il n'est pas fait mention de surcharge de travail dans ces réunions. Et on essaye la preuve, hein, la responsable de la médiathèque est partie la semaine dernière, on lui a trouvé une remplaçante qui viendra elle le 17 décembre, mais une personne qui viendra en aide sur les 2 personnes déjà qui occupent la médiathèque. Bon, vous voyez, on fait le maximum justement pour qu'il n'y ait pas de surcharge de travail. Mais sur les espaces verts, il y a quand même un manque, non? Comment sur les espaces verts, il y a quand même un manque. Les espaces verts. Alors les espaces verts, c'est tout à fait différent. Les espaces verts, c'est on n'arrive pas à recruter. Donc si vous avez quelqu'un qui souhaite travailler à la commune du Pélin et qui a la fibre verte et qui veut aller aux espaces verts, il n'y a aucun problème. On a un souci, c'est ça, c'est on n'arrive pas à recruter.
Donc on fait avec les moyens que nous avons. Et on est maintenant, on est plus tourné vers les entreprises extérieures pour externaliser en fait le travail. Oui, donc c'est une solution. Donc c'en est une, quoi. Il pourrait y avoir d'autres solutions pour que ce soit un peu plus attractif, peut-être, je sais pas. Des moyens financiers ou alors, des choses. les moyens financiers, on est exactement au même niveau, voire un peu plus par rapport aux communes avoisinantes. Donc en fait, c'est que le travail n'attire pas. Les jeunes qui sortent des écoles vont plus facilement dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques. Donc puis on ne peut pas rivaliser avec les salaires que proposent les privés. Non, les communes ont la possibilité de faire des contrats privés. Non. On a du mal à vous comprendre. Les communes n'ont pas le droit de faire des contrats privés. Non, mais c'est surtout c'est un coût, c'est la rémunération qui n'est pas dans nos possibilités, dans nos critères. Hein. Non, mais c'est un vrai problème. Hein. Oui, Madame Paquet. Et du coup, le régime indemnitaire des agents est de combien? Le RIFSEP, la partie commune, aujourd'hui? Sur quel sur les 3 types de catégories, C, B et A. Sur les catégories C, c'est à 200 €. Et il faut savoir que quand nous sommes arrivés, c'était à 100 €. Donc on a doublé. Parce qu'on sait que c'est la seule marge de manœuvre sur la partie salariale des agents, c'est le RIFSEP. C'est le RIFSEP. On propose un 13e mois également que toutes les communes ne proposent pas. Donc je vous dis, non, on a une offre qui est pour moi intéressante, c'est qu'en face, on n'a pas les personnes. Il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont orphelins. Hein, dire. À partir du moment où vous travaillez dehors, ça rebute un peu les gens. Et puis, et du coup, où est-ce qu'on en est aussi du recrutement donc vous n'avez pas de directeur des services techniques, donc vous avez parlé d'une nouvelle organisation, mais elle n'a pas été précisée. Et concernant les postes d'animation, il y a quelque chose que j'ai pas compris, parce que dans la délibération, on parle de suppression d'un poste, mais dans la partie création, je l'ai pas vu. Donc c'est quoi enfin là il y a un truc qui manque, j'ai l'impression dans la délibération. Alors pour les services techniques, on a un directeur de services techniques qui est bien présent. D'accord, alors je me suis trompée. Qui est bien présent. Et voilà, et en fait, on a enlevé une strate donc avec la personne qui était avant, qui n'est plus sur la commune. Et en fait, c'était une démultiplication qui n'était pas nécessaire. Donc on a préféré faire monter des agents, donc pour que qu'ils soient en prise directe. Comme c'est notre DST, quelqu'un qui est un technicien qui est très près du terrain, donc ça fonctionne correctement. D'accord. Et pour le poste d'animation, du coup, j'ai la sensation que dans la délibération, il manque la partie création du poste, mais je me trompe peut-être. C'est pour quel poste le premier poste dont vous avez parlé, la création d'un poste d'animation. En augmentant le taux d'emploi, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas un temps complet, à qui on a complété le temps de travail. D'accord. Vous aviez parlé de création, du coup, c'est création de la partie différentielle entre le temps non complet et le temps complet. Voilà. Ok, d'accord. Pour compléter son temps et arriver. Et là, vous en êtes où? Vous arrivez à recruter quelqu'un ou pas? Alors, pour vous parler de l'espace jeune, je suis. Oui, je parle de l'espace jeune. C'est toujours infructueux. Et là on n'a pas de personnes qui viennent pour. Et là, je sais que ce sont des métiers qui sont particulièrement en tension, les métiers de l'animation. Est-ce que la question de faire appel à des prestataires ou peut-être de repenser la collaboration qu'il y avait à une époque, l'AGI a été longtemps cette activité intercommunale qui permettait de mutualiser les postes. Ça a été un choix de la municipalité précédente de
supprimer et de partir en solo. Aujourd'hui, on voit que partir en solo, ça veut dire à un moment ne plus avoir personne. Est-ce que c'est quelque chose à l'avenir que vous pensez réfléchir à nouveau? Alors, on avait posé la question au service pour savoir s'ils voulaient rejoindre l'AGI, parce que c'est de ça dont on parle. Et en fait, les services nous ont dit qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne souhaitaient pas, donc pour le moment, rejoindre l'AGI. Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'AGI, c'était du temps de l'ancien maire. Je crois que c'était plus de 40 000 euros à l'année. 60 000 euros à l'année. Mais il y avait des vraies actions menées pour la jeunesse. Oui, des vraies actions. Oui, une personne qui était sur son canapé, oui, sauf sur le pèlerin, oui. Voilà. C'est un peu facile de réduire à ça. Non, mais je caricature à peine. Oui, un petit peu quand même. En tout cas, c'est quand même peut-être le temps d'y réfléchir, parce que je trouve ça étonnant que ce soit que les agents qui décident à ce niveau-là. C'est quand même aussi une décision politique de mutualisation. Alors nous ne sommes pas à la métropole, ce ne sont pas les agents qui décident, nous sommes au pèlerin, et c'est les élus qui décident et les agents qui exécutent. Donc, mais on leur demande, on travaille intelligemment, on leur demande ce qu'ils souhaitent. Et donc, on a posé la question, et pour le moment, ils ne souhaitent pas rejoindre l'AGI. Ok, c'est clair. C'est clair. Merci. Autre chose sur ces... Non, ça vous va? Non, le ton ne monte pas, non. Très bien, si nous avons épuisé les questions, nous allons pouvoir passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à approuver les suppressions de postes suspensionnés, à approuver les créations de postes suspensionnés, modifier le tableau des effectifs, approuver le tableau des effectifs joint en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjointe délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Écoutez, c'est parfait, cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, elle concerne la convention de mise à disposition du personnel de la ville auprès du centre communal d'action sociale du Pèlerin. Cette délibération est présentée par Pascal Monnier. Bonsoir à tous. Donc un petit rappel de la situation actuelle. Le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, est un établissement public administratif autonome. Comme ça a été évoqué précédemment dans la délibération précédente, en 2015, 2 agents avaient été transférés au CCAS pour des missions quasiment exclusivement au CCAS. Et à ce jour, le CCAS rémunère 3 agents à temps complet. En 2022, avec la création de France Service, enrichi en 2023 du traitement des cartes nationales d'identité et de passeport, il en ressort une affectation des agents qui ne relèvent plus exclusivement des missions du CCAS. Donc ces derniers consacrent en effet une partie de leur temps pour des services relevant d'une compétence communale. Il a été analysé que le temps de travail relevant exclusivement du CCAS est d'environ 75% pour la responsable et 50% pour chacun des autres agents. A noter que cette répartition n'est pas figée et qu'elle pourra être réajustée chaque année au titre de la Convention. En accord avec les services et les élus, il est apparu nécessaire de clarifier cette situation. C'est pourquoi il est proposé de transférer administrativement, si j'ose dire, les 3 agents du CCAS à la commune et en contrepartie conventionner avec le CCAS la mise à disposition du personnel à hauteur du temps consacré aux missions exclusives du CCAS. Cette articulation va permettre quoi? Elle va d'abord permettre une meilleure lisibilité de la répartition des missions. Elle va également permettre une rationalisation et une simplification des process, notamment en matière de gestion des ressources humaines qui, rappelons-le, est actuellement assurée par les services ressources humaines de la commune. Donc il n'y aura plus qu'un seul train de paye au lieu de 2, il n'y aura plus de double délibération, il n'y aura plus qu'une seule déclaration de charges sociales, un seul rapport social, etc., etc. Pour être précis et complètement transparent, en réintégrant dans le budget communal ces 3 agents, le chapitre dépenses du personnel de la commune augmentera, mais sera compensé par une diminution des charges de gestion courante à hauteur de la rémunération relevant de missions communales et un reversement de la part du CCAS du montant de la rémunération des missions. C'est pourquoi cette organisation est complètement neutre budgétairement,
mais permettra d'assurer une meilleure traçabilité des dépenses de personnel relevant exclusivement du CCAS. Mais également, il est important de confirmer que cette nouvelle organisation ne modifie en rien le fonctionnement actuel des services, l'activité des agents, et que bien évidemment cela ne remet pas en cause le soutien financier indéfectible que la ville octroie au CCAS par le versement d'une subvention d'équilibre indispensable à la réalisation de ses nombreuses missions. Le comité social territorial du 6 septembre a donné un avis favorable à l'unanimité, ainsi que la commission finances ressources humaines du 18 septembre 2024, qui a également donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Avez-vous des questions sur cette délibération, sur cette convention? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention pour la mise à disposition du personnel communal entre la commune du Pèlerin et le centre communal d'action sociale à partir de l'année 2025. Autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Mais écoutez, c'est parfait. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, elle concerne le fonds de concours 2024. C'est une convention annuelle présentée par Jean-Luc Billan. Bonsoir à toutes et à tous. Lors du Conseil métropolitain du 28 juin 2016, Nantes Métropole a décidé de soutenir financièrement les communes qui assurent la gestion de sites touristiques. Les montants des fonds sont variables en fonction de la fréquentation, de la nature du lieu et de sa connexion touristique identifiée par la métropole et sont attribués annuellement. Le 8 octobre 2021, une mise à jour prévoit que les montants varient en fonction des dépenses engagées par la commune. La commune gère une partie du site de la Martinière. Au titre de l'année 2023, la commune a fourni à Nantes Métropole un montant de dépenses de 19 549,69 €. Selon les nouvelles modalités, Nantes Métropole alloue un fonds à hauteur de 40% des dépenses, soit 7 815 € en 2024. Le fonds de concours sera attribué sous réserve du vote du Conseil métropolitain du 4 octobre 2024. La commission finances ressources humaines du 18 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Madame, monsieur le maire. Avez-vous des questionnements sur cette délibération qui revient tous les ans, à peu près pour les mêmes choses? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention entre Nantes Métropole et la commune du Pèlerin pour le versement en 2024 du fonds de concours au titre de l'année 2023, lequel s'élève à 7 815 €. Autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Merci. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, elle concerne les admissions en non-valeur et elle est présentée par monsieur Pascal Monnier. Encore une délibération qui revient tous les ans. Comme chaque année, donc le comptable public nous informe qu'il n'a pas pu recouvrer un certain nombre de titres de recettes, donc des titres de recettes qui proviennent des années 2020, 21, 22 et 23, et pour donc un montant total de 691,28 €. Il s'agit essentiellement de recettes dues par des personnes physiques pour des prestations enfance scolaire comme la cantine, le centre aéré, et pour lequel le montant est inférieur au seuil de poursuite qui est de 15 €, et pour les autres, pour lesquels les poursuites qui ont été engagées par le trésorier n'ont pas pu aboutir malgré tous les moyens dont il dispose. Donc il nous en informe et donc il convient de comptabiliser en charge dans le budget de la commune au titre des admissions en non-valeur. Donc un montant de 691,28 €. La commission finances ressources humaines du 18 septembre avait donné un avis favorable à l'unanimité sur cette admission en non-valeur. Des questions sur cette délibération? Madame Paquet. Juste une remarque, c'est des gens qui ne payent pas leur facture de cantine ou liée à la scolarité, au périscolaire. On peut imaginer que pour une partie d'entre elles, c'est pour des questions de précarité.
Est-ce que dans ces cas-là, comment ça se passe avec le CCAS? Est-ce qu'il y a des échanges qui sont faits pour essayer d'aider plus ces personnes pour qu'elles puissent payer leurs factures? Alors, je pense, j'en suis pas sûr, je pense sous le contrôle peut-être de Marie-Christine Curdo. Voilà. Oui. Alors, les personnes, certaines personnes viennent et demandent de l'aide. Et dans ce cas-là, c'est nous qui payons les factures. Donc celles-là, elles ne rentrent pas dans la catégorie reprise en non-valeur. Par contre, les personnes qui ne font pas la démarche et qu'on ne connaît pas, celles-là, malheureusement, on peut les voir aussi pour d'autres faits que ça. Mais ça, elles disent ce qu'elles veulent. On ne peut pas être intrusif à ce point-là. Voilà. Ce qu'on peut s'apercevoir également, c'est que, alors il y a très peu, la plus grosse facture à payer est aux alentours de 120, 130 euros. Les autres, c'est 25 euros, 30 euros, voilà. Et on s'aperçoit quand même, c'est les gens qui partent du pèlerin laissent les factures également. Donc voilà. Après la difficulté de retracer les gens Mais pour mettre en rapport, je crois que en 2014, on était sur un montant qui était 30 000, qui était à 30 000 euros. Donc il y a un très gros travail des services qui sont faits et également de notre trésorier. D'autres questions? Donc le conseil municipal est invité à admettre en non-valeur les titres de recettes présentés, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Merci, cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante. Elle concerne l'autorisation de lancement du marché de nettoyage des bâtiments communaux pour 2025 et 2026. Et elle est présentée par Patricia Théier. Bonsoir à tous. Le marché de nettoyage des bâtiments communaux actuel arrive à son terme au 31 décembre 2024. Le marché est décomposé en deux lots, à savoir le lot 1, entretien des locaux et fourniture de produits et consommables adaptés, site, maison de l'enfance, complexe René Cassin, mairie annexe, locaux du stade de football et hôtel de ville, l'espace culturel Adine-Riaume. Le lot 2, l'entretien de la vitrerie, site des 6 bâtiments précédents, halles du marché et école. Il avait été conclu pour les années 2023 et 2024 avec l'entreprise Pro Impact pour le lot 1 et avec l'entreprise Aber Propreté Saphir pour le lot 2. Pour les bâtiments communaux non compris dans le marché, l'ensemble des écoles, salles de sport du canal, l'entraide, resto du cœur et secours populaire, sanitaire du marché et vestiaire de la piscine, espace jeune, le nettoyage est effectué en régie par du personnel municipal. Ce marché s'appliquera à compter du 2 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. Il sera demandé un chiffrage pour chaque bâtiment avec un passage trimestriel et semestriel. Les consommables, essuie-mains, savons seront intégrés dans les prix de prestation. La commission Finances Ressources Humaines du 18 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Des questions sur cette délibération, Madame Paquet? Vous êtes en forme, Madame Paquet? Ah oui, je suis en forme. Juste une question. Actuellement, le personnel d'entretien de la ville est constitué de combien de personnes et est-ce que ce personnel travaille à temps complet? Oui, alors le personnel communal qui est chargé de l'entretien des bâtiments, à une personne près, je crois qu'il y a 8 agents en fait. Et en fait, c'est extrêmement important pour la collectivité d'avoir du personnel d'entretien en régie,
parce qu'en fait, ils ont des compléments de temps de travail, notamment au moment de la pause méridienne. Donc si la commune externalisait la totalité de l'entretien de ces bâtiments, on n'arriverait pas à trouver du personnel suffisant pour surtout la pause méridienne. Donc en fait, ces agents ne sont pas tous affectés à l'entretien des bâtiments. Ils s'occupent de l'entretien des bâtiments, la pause méridienne, pour certains le périscolaire, donc voilà. Donc c'est un cumul de temps de travail. D'accord. Mais est-ce que ça... Enfin, là, on externalise pour le ménage. Ma question était, le sous-texte était, est-ce qu'on peut augmenter le temps de travail ou de recruter en régie des agents d'entretien plutôt que de faire appel à un prestataire extérieur? Après, c'est le choix de la collectivité. Alors, c'est vrai que pour les écoles, c'est cohérent de faire appel à du personnel en régie. Alors, par expérience, l'inconvénient du personnel en régie, c'est qu'en cas d'absence, eh bien, il faut gérer le personnel, donc c'est compliqué. C'est vrai que pour certains bâtiments, le fait de faire appel à un prestataire, on va dire, c'est plus confortable. Voilà. Mais ce que j'ai pas compris dans la délibération, c'est que ça parle d'un passage par trimestre ou de semestre, et là, ça veut dire quoi exactement ça? Pour la vitrerie, en fait. C'est d'accord, pour la vitrerie, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et si je peux me permettre de compléter, en fait, on est très heureux que le marché en cours s'arrête, car l'entreprise qui fait le nettoyage des bâtiments, on n'est pas du tout satisfait, en fait. Ouais, c'est pour ça que des fois en régie, on a plus de contrôle sur ces agents que quand on fait appel à un prestataire. Ça dépend. Ça dépend, mais normalement, oui. Très bien, d'autres interventions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à engager l'ensemble des procédures de passation du marché public relatives au nettoyage des bâtiments communaux. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer ou à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché, ainsi que toute décision concernant les avenants éventuels. Inscrire au budget les crédits correspondant au BP 2025 et 2026. Qui est pour? Unanimité, merci, cette délibération est adoptée. Délibération suivante, elle concerne l'autorisation de lancement du marché de travaux pour la réhabilitation du périscolaire de l'école de l'Ermitage. Elle est présentée par Virginie Merlet. Dans le cadre de la rénovation énergétique du périscolaire de l'école de l'Ermitage, la maîtrise d'œuvre ISOM a été retenue en avril 2022. Le coût de l'opération est estimé à 705 000 € hors taxe. Les travaux sont estimés à 575 000 € hors taxe. Il convient désormais d'organiser la consultation des entreprises pour faire exécuter les travaux. Le cabinet d'architecture a identifié 8 lots répartis comme suit. Lot numéro 1, isolation thermique par l'extérieur. Lot numéro 2, les couvertures. Lot numéro 3, menuiserie. Lot numéro 4, chauffage, ventilation, plomberie. Lot numéro 5, multiservices et logement. Lot numéro 6, électricité et panneaux photovoltaïques. Lot numéro 7, aménagement intérieur. Lot numéro 8, voirie et réseaux divers. Les marchés sont passés sous forme de procédures adaptées. La commission finances ressources humaines du 18 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions sur cette réhabilitation de l'Ermitage, enfin du périscolaire de l'Ermitage? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à mettre les entreprises en concurrence pour la réalisation des travaux concernant la rénovation énergétique du périscolaire de l'école de l'Ermitage et à lancer la consultation sous forme de procédure adaptée. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à attribuer les marchés, à intervenir avec les entreprises les mieux disantes. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les marchés et les avenants éventuels, à intervenir ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Eh bien, je vous en remercie. Cette délibération est donc adoptée. Ensuite, un petit volet petite enfance, enfance jeunesse. La délibération concerne le lancement d'un marché à procédure adaptée pour la confection de repas pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs sans hébergement, toujours présenté par Virginie Merlet.
Alors, le contrat entre la commune du Pèlerin et le prestataire de restauration proposé aux enfants sur le temps scolaire et aux enfants sur les journées d'accueil de loisirs sans hébergement arrive à échéance le 4 juillet 2025. De ce fait, la commune doit lancer une nouvelle procédure pour continuer la confection sur place des repas avec la mise à disposition d'un cuisinier chef gérant. Afin de continuer à proposer des repas respectant la loi Egalim et poursuivre ses objectifs engagés depuis la création de la cuisine centrale, c'est-à-dire repas de qualité et diversifiés, respect des règles environnementales, des circuits courts d'approvisionnement et promotion des produits locaux, la commune du Pèlerin sera exigeante dans l'élaboration du cahier des charges. Pour rappel, sur les réglementations de la loi Egalim, c'est 50% de produits dits de qualité, dont 20% de bio qui sont demandés. Actuellement, nous, sur le Pèlerin, nous sommes à 50% de bio. Un menu végétarien minimum par semaine et la fin des contenants en plastique. Ces 2 points sont également respectés par la commune. Le contrat sera sur une durée de 1 année renouvelable 3 fois à partir du 1er septembre 2025. Les dépenses sont estimées à 150 000 € par an pour une durée maximale de 4 ans. La commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse du 11 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Oui, Madame Delru. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Dans l'ANES, il n'est pas précisé le rapport avec la décision du maire de GAP 44. Donc c'est bien de rappeler qu'on va être accompagné dans ce lancement de marché et que du coup, rappeler peut-être le tarif. Pas de problème. Ça a été vu en commission. D'autres interventions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance, enfance, jeunesse à lancer une procédure adaptée pour un accord cadre relatif à la confection sur place de repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires et à l'accueil de loisirs sans hébergement, avec la mise à disposition d'un cuisinier chef gérant dans le cadre d'une procédure adaptée. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance, enfance, jeunesse à attribuer et à signer le marché et les amendements éventuels, à intervenir ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération avec l'entreprise la mieux disante, inscrire au budget les crédits correspondants au BP 2025 et suivant. Qui est pour? Et unanimité, c'est parfait, je vous en remercie. Et nous arrivons déjà à la dernière délibération. Elle concerne la convention de mise en place du projet éducatif de territoire 2024-2027 et elle nous est présentée par Cécile Mériadec. Merci. Donc l'objet de cette note de synthèse, c'est bien l'autorisation donnée à la commune de signer la convention avec la caisse d'allocation familiale et pas de valider ou pas le PEDT qui a déjà été validé par la caisse d'allocation familiale. Je précise juste pour que les gens de la commission sont au courant, pas forcément le reste du conseil municipal. Donc le projet éducatif du territoire, c'est un outil de collaboration qui rassemble l'ensemble des acteurs de la petite enfance, enfance-jeunesse du territoire. Il garantit la continuité éducative entre l'école et les temps extrascolaires. Son écriture permet des temps d'échange entre les acteurs de la commune. Il assure la coordination. La commune, elle, assure la coordination des actions et leur conformité avec les objectifs retenus, qui ont été décidés lors de ce projet éducatif du territoire. L'actuel projet arrive à son terme. La commune a missionné les Franca 44 pour un accompagnement dans l'évaluation du PEDT précédent qui courait de 2021 à 2024 et l'élaboration du nouveau pour 2024-2027. Petite précision également, ce document fixe un cadre. Il donne des objectifs ou des points à atteindre, mais ce ne sont pas des choses obligatoires. Il peut varier, le cadre peut varier, des points peuvent apparaître, d'autres disparaître en fonction de l'état des lieux au fur et à mesure. Certaines actions existent déjà, elles seront amenées à se poursuivre, d'autres à évoluer, d'autres disparaîtront quand il n'y aura plus de nécessité. Alors, pour ce nouveau PEDT, 3 axes ont été retenus. L'enfant, le jeune, citoyen de demain, premier axe. Deuxième axe, continuité et cohérence éducative. Et le troisième axe, le bien-être et la santé du jeune et de l'enfant. Je vous développe un petit peu dans chaque axe en vous donnant quelques exemples de choses qui existent déjà.
et il y aura d'autres actions. Donc pour le premier axe, citoyen de demain, on a développé le sens civique de l'enfant. Il existe déjà la journée de la laïcité, le conseil municipal des enfants. Promouvoir la mixité sociale et l'inclusion. Donc on a le projet ludothèque qui est en cours et la charte du handicap qui a été signée. Autoriser et encourager l'expression de l'enfant. Il y a des espaces qui sont dédiés sur les temps périscolaires où les enfants peuvent discuter de manière privilégiée avec un éducateur, c'est pas le terme, avec un animateur, merci. Des commissions restauration qui sont faites pour les enfants. Il n'y a pas que les commissions adultes avec les représentants de parents d'élèves. Accompagner l'adolescent vers l'âge adulte. Donc là, on a les stages 3e qui sont faits au sein de la collectivité. On a également une liste des entreprises du Pèlerinès qui acceptent de recevoir nos stagiaires. Encourager l'enfant à forger son identité. Donc on a là encore des accueils... Susciter la curiosité et l'envie. Donc là, on fait des après-midi jeux avec l'EHPAD. On va découvrir la médiathèque, les associations culturelles, les associations sportives. Il y a également les échanges avec le foyer du Chêne Vert, le foyer de l'EHPAD, je l'ai déjà dit, les concerts de Noël, toutes les activités et les actions qui sont avec le Serious Road Trip, le bassin, ça rentre également dans ce genre d'objectifs. Ça, c'est pour le premier axe. Pour le deuxième axe, continuité et cohérence éducative, il s'agit de garantir un cadre bienveillant à chacun, de les accueillir de manière individuelle au sein d'un groupe, ce qui est le minimum pour chacun des enfants. Donc, on partage les informations entre les temps périscolaires et l'école. Il y a un vrai lien entre les adultes pour qu'il y ait un suivi cohérent pour les enfants à besoins particuliers en particulier. On coordonne les règles dans les locaux. Si la périscolaire se passe dans la bibliothèque, je pense à Aimé Césaire, les règles d'utilisation de la bibliothèque sur les temps scolaires sont les mêmes que les règles d'utilisation de ce local sur les temps périscolaires, pour que l'enfant retrouve une cohérence au discours des adultes. Ensuite, axe 3, bien-être et santé. Donc on organise les accueils, on prend en compte les besoins de chacun, apporter des réponses concrètes aux besoins, donc des lieux adaptés aux 14-17 ans. C'est un point qui fait partie du PEDT sur lequel on va travailler. Poursuivre la politique du bien manger, c'était un point qui a été souligné par les enfants des écoles primaires. Ils mangeaient bien et ils souhaitaient que ça se poursuive. On prend le compliment et on tient compte de leur avis. Voilà, l'un des principaux enjeux pour la période à venir, ça va être de faire vivre ce PEDT. C'est quelque chose qui est compliqué au jour le jour. Donc on a mandaté les Francas, là encore, qui vont organiser une réunion annuelle pour le faire vivre et l'évaluer tout au long de la période de ces 3 ans. Voilà, bien, si vous avez des questions. Alors juste un petit point, l'autorisation de signer la convention a été adoptée à l'unanimité. Voilà. Et il n'empêche que Madame Delru va nous poser des questions. Alors je ne vais pas faire des questions, je vais faire les mêmes remarques qu'en commission. Les mêmes remarques à la commission, je suppose. Que la précédente délibération, histoire que tout le monde puisse entendre aussi ce qui s'est échangé en commission. Donc on va souligner 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, on a manqué d'informations quand même dès le départ sur la démarche d'élaboration du PEDT par les Francas et sur le rétroplanning projeté. Nous avons découvert les axes du PEDT définitifs alors qu'ils avaient déjà été présentés et validés à la CAF, d'où cette convention. Donc il a manqué clairement d'étapes avant et d'aller-retour avec la commission. Et ça, on vous l'a déjà dit en commission. Le deuxième point qui nous tient à cœur aussi à évoquer, c'est comme pour le précédent PEDT, nous déplorons le manque de diagnostic complet. Les professionnels des services communaux et des acteurs éducatifs du territoire ont bien été associés à ce PEDT, donc ça c'est très bien. Les enfants de 3 à 10 ans ont pu s'exprimer sur des ateliers, ce qui est une démarche positive à encourager et à poursuivre, avec une vigilance toutefois à avoir des résultats qui soient exploitables, parce que les dires des enfants étaient interprétables dans un sens comme dans un autre. Donc on pouvait prendre le positif si ça nous intéressait et puis le mettre en version négative si on était tenté. Donc c'est vrai que c'est un peu dommageable. Et puis les parents et les adolescents de notre commune n'ont pas du tout été questionnés, ce qui est quand même un manque. Surtout si on a des axes sur la parentalité, ne pas leur demander leur avis aux parents, c'est un peu dommage.
Nous relevons aussi un manque d'analyse d'évolution démographique des familles et des enfants sur les écoles du pèlerin pour anticiper les besoins futurs. Le PEDT, normalement, c'est cette occasion-là aussi. Donc on va bien évidemment voter cette délibération puisque c'est pour la convention avec la CAF, donc on ne va pas voter contre, mais on aurait aimé voter en amont le PEDT au conseil municipal avant de faire ce vote sur la convention. Alors le PEDT, ça ne se vote pas parce que c'est pas un document qui est obligatoire, c'est la commune du Pèlerin qui va le présenter avant. Le présenter éventuellement, pas le voter. Et ensuite, alors pour revenir sur l'élaboration du PEDT, je vous ai dit en commission pourquoi est-ce que ça avait été aussi rapide. Vous êtes au courant du fait qu'il y a eu des soucis de personnel au sein de service enfance. On a décidé tardivement de se faire accompagner parce qu'on ne pouvait pas gérer c'était l'élaboration du PEDT en interne, le temps de mettre en concurrence différents organismes, de recevoir les réponses et nous amener à fin février. Et ensuite, le rétro-planning pour être déposé en juillet. C'est vrai que les francards ont marché un petit peu rapidement. Mais en même temps, vous nous avez dit aussi à la commission que lors du précédent PEDT, il y avait un peu trop de réunions. Donc, sur la troisième, on sera au taquet, on fera une moyenne. Voilà. Il suffira d'accès pour que le diagnostic soit complet, qu'on interroge tout le monde et qu'on soit effectivement bien consulté dans la commission. Et on pourra peut-être faire d'autres remarques pour les prochains. Ce serait bien de préciser aussi le coût des francas sur cet accompagnement qui n'est pas précisé également, comme pour GAP 44. Alors, c'est 5 000 €. Ouais. Voilà. Et nous, on le sait, mais comme ça, tout le monde est au courant. Ça nous a coûté 5 000 € et le suivi est compris dedans pour les 3 années à venir. Madame Paquet. Bon, alors, déjà, le petit côté vérification des fautes d'orthographe. EHPAD, E-H-P-A-D, et pas EHFAD. C'est dommage quand même. Voilà, bon, ça, c'est mon petit côté bibliothécaire. Pour le reste, je rejoins totalement Madame Delru. C'est moi qui ai dit que la dernière fois, il y avait eu énormément de réunions. Bon, là, concrètement, nous, les élus, on a été invités à une réunion. Et donc, moi, personnellement, par exemple, je n'ai pas pu y participer. Donc, en fait, j'ai découvert le document final lors de la commission. Bon, j'avais qu'à être là, me direz-vous, mais une réunion, c'est quand même un peu juste. Après, sur le fond, moi, je me pose une question concernant un des projets qui est annoncé. Il s'agit du projet de ludothèque. Alors, moi, je trouve ça super comme projet. Mais une ludothèque, ça ne s'improvise pas. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à... Parce que le PEDT, c'est pour 3 ans. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à où on installera cette ludothèque? Qui s'en occupera? Quel budget sera alloué à celle-ci? Enfin, toutes ces questions d'organisation, d'investissement et de fonctionnement qui devraient déjà se traduire dans le futur DOB. Donc, si on a une chance de voir aboutir ce projet d'ici à la fin 2027. Donc voilà, j'aurais bien aimé des précisions à ce sujet. Alors, pour le projet ludothèque, c'est un projet qui a été porté par la commission Petite Enfance lors du précédent PEDT. Pour l'instant, pour les locaux, on a 2 options. Pour tout, en fait, on est en cours de réflexion. On est parti sur les locaux. Pour l'instant, on a 2 axes, 2 locaux qui nous tentent. On va voir lequel sera le plus adapté. On est en train de chercher en interne une personne qui est intéressée par le poste de ludothécaire, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faudra la former, Et puis, une fois qu'on aura ça, on pourra lancer le projet plus concrètement. Voilà. D'ici 2027, peut-être, oui. Mais au fur et à mesure des avancées, vous serez tenus au courant. Pour l'instant, c'est trop vague. Oui, on sera juste informé. C'est bien parfois qu'on est associé à ce genre de projet. Il n'y avait personne de l'opposition dans cette commission, mais c'est pas... Il faut y réfléchir. Il faut revoir ça. C'est pas il faut y réfléchir. Oui, pardon. Je rappelle qu'on n'était pas dans les commissions puisqu'on a été alloué à pilotage d'un groupe. Donc on était répartis dans chacun était oui non, ça n'est pas de votre faute. Hein. Non, c'est chacun était dans ses propres commissions. Non, cette commission là n'était pas piloter un groupe, on n'était pas dans les autres. Oui.
Voilà. Il y a un point qui m'a fait sourire. Dans l'axe 3, bien-être et santé au quotidien pour l'enfant et le jeune, c'est le point 2, respecter le choix de l'enfant de faire une activité ou de ne rien faire. Bon. Alors, c'est très bien d'accepter qu'un enfant de temps en temps, un jour, il ait envie de ne rien faire, mais si c'est le même qui tous les jours ne veut rien faire, on risque pas d'atteindre les objectifs du PEDT concernant cet individu. Voilà. Il doit y avoir un truc de génération, parce que lors de la commission, c'est le point que monsieur le maire a... Ça lui est resté un petit peu aussi en travers. Mais bon, le droit à ne rien faire, c'était... Bon, ça fait partie des nouvelles... Il ne faut pas que ce soit un objectif, il faut que ce soit une latitude laissée occasionnellement à un enfant. Si de temps en temps l'enfant il a le droit de rien faire et de vouloir être tranquille. Comme c'est très synthétique, on a l'impression que c'est un objectif. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ça pose un problème, cette histoire. Alors, je vais refaire la même remarque qu'en commission. Ne rien faire, c'est aussi la créativité qui se met en route. Donc, l'ennui est très positif pour le développement de l'enfant. Et donc, il faut lui laisser des espaces de respiration et ne pas lui donner sans arrêt des choses à faire. Parce que sinon, il ne devient pas autonome pour s'auto-gérer et faire propres activités. Et Salvador nous a même dit que le travail, c'était la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. Donc, c'est un très bon entraînement. Bon, on va rester sur Salvador. Ah, hop là, Madame Paquet, allez-y. Ah bah oui, parce qu'il y a aussi, concernant l'espace jeune, du coup, c'est bien noté à un moment que on souhaite avoir des locaux accueillants pour les jeunes. Bon, il faudrait aussi un animateur pour gérer tout ça, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre ce local accueillant? Vous voulez changer de place, en faire un autre ou quoi? Alors, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement l'espace jeune ne reste pas là où il est, parce que donc il est impropre à la consommation. Et on essaye de trouver un autre endroit pour le positionner. Parce que donc là, il y a potentiellement ça pourra devenir, alors pas tout de suite, mais ces bâtiments pourraient être détruits de façon à faire de l'immobilier dans la rue sur Bézard. Mais c'est pas un projet à court, voire à moyen terme. Mais autrement, oui, on essaye de trouver un local où on va construire un local dans le futur pour accueillir les jeunes et que ce soit décent. Est-ce que ça pourrait pas être inclus dans le projet du périscolaire d'Hermitage? C'est un pôle où il y a déjà beaucoup de choses au niveau des jeunes. Est-ce qu'à cet endroit-là, on ne pourrait pas, une extension, un petit bout, ce qui permettrait de probablement diminuer les coûts? Alors, on en avait discuté avec les responsables de l'espace jeune, qui nous a dit que les enfants de 14 à 17 ans aimaient moyen d'être à côté des enfants plus jeunes. C'était plutôt un endroit qui les ferait fuir. Ils ont besoin d'avoir leur espace à eux. Donc, si on fait quelque chose, on veut qu'ils s'y sentent bien. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne va pas la coller au périscolaire. Question sur ce PEDT, enfin non pas sur PEDT, sur attention, j'allais faire une grave faute là. Donc s'il n'y a rien, donc nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, jeunesse à signer ladite convention, les avenants et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité, c'est parfait. Cette délibération est donc adoptée. Donc nous allons passer maintenant au rapport d'activité. Donc il y a 3 rapports d'activité, celui de la Sémitan, celui de la Nantes Métropole sur l'eau et celui qu'on attend tous sur la prévention et la gestion des déchets ménagers. Donc les 2 derniers, on va vous faire grâce, on ne les présentera pas au conseil municipal, mais sachez qu'ils sont à la disposition de tout le monde en mairie. Par contre,
Monsieur Lecause va nous présenter le rapport d'activité 2023 de la Sémitan. Alors, je ne vais pas vous présenter totalement le rapport parce qu'il est quand même assez conséquent, hein. Vous l'avez tous eu dans vos dossiers. Non, moi j'ai plutôt retenu quelques chiffres intéressants. Et également, lors du conseil d'administration du mois de mai, il y a eu quelques chiffres qui concernent plus le pèlerin, je pense qu'ils vous intéresseront. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que l'année 2023 a permis au niveau du réseau de la Sémitane de retrouver des chiffres qui étaient avant la Covid, puisque ces chiffres-là avaient fortement baissé. Au niveau kilométrique, on est revenu à un niveau presque équivalent, à 29,6 millions de kilomètres, au lieu de 29,8 millions en 2019. Sur la partie voyageurs, là aussi, on se rapproche du niveau avant la Covid. On est à 146,4 millions de voyages, alors qu'en 2019, on était à 148,6 millions. Sur ces 146,4 millions de voyageurs, qui nous concerne par rapport au bus, il y a 61,2 millions de voyages qui sont faits en bus. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est pas la moitié, mais pas loin. Après, sur la partie, donc comme je le disais, notre ligne E8, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu entre 2023 et 2024, donc de mai à mai, une croissance de 20% de fréquentation. Donc c'est vrai qu'avec Monsieur le maire, nous nous étions battus pour obtenir un test, un pilote. Pour l'instant, ce n'est pas remis en cause, donc on peut supposer que nous puissions conserver cette prolongation de façon pérenne. Donc ça veut dire que nos habitants et également l'ensemble des habitants sur la ligne, parce que bien sûr, il n'y a pas que le pèlerin qui est concerné, utilisent le E8. Voilà rapidement ce que je pouvais vous apporter en synthèse. Ensuite, il y a une DSP qui va être relancée par rapport à Nantes Métropole pour la Sémitane, hein. Donc cette DSP va être relancée d'ici 2025. Et sur la partie, vous l'avez vu, les nouveaux trams, c'est vrai que c'était un peu sur 2024, les nouveaux tramways qui sont arrivés, qu'on voit circuler, donc ça aussi c'est le renouvellement du parc. Voilà rapidement, monsieur le maire, pour la Sémitane. On n'a toujours pas vu les nouveaux tramways sur le pèlerin, hein. Ils viendront peut-être par la Loire. Très bien. Monsieur Dréan. Donc c'est toujours très intéressant ce genre de rapport, mais ça ressemble souvent à de l'autocongratulation, parce qu'on met en avant ce qui a été bien, on oublie un petit peu ce qui pourrait être largement amélioré. Il y a moi 2 points qui me viennent à l'esprit et pour lesquels on pourrait se battre un petit peu. Le premier, c'est qu'en tant que commune assez éloignée du centre-ville, à aujourd'hui, quand on gagne le centre-ville, si on respecte la loi, il faudrait qu'on valide 2 tickets, les 3/4 du temps. Si on va à commerce, par exemple, aujourd'hui, on est incapable de le faire en 1 heure. Donc il faudrait porter la durée de validité du compostage à au moins 2 heures. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'application qui est quand même très buggée. Et moi j'ai vu demander des itinéraires et me retrouver avec un passage par Montparnasse. Je me suis dit on n'est pas arrivé, hein. Alors sur la partie application, je n'ai pas eu de remontée. Bon, en tout cas je note, ça sera l'occasion d'en parler à un prochain conseil d'administration. Par rapport au ticket, j'avais fait la même remarque. Quand on m'a rétorqué, on m'a dit mais la plupart des gens qui prennent les transports en commun ont une carte d'abonnement. C'est vrai. Donc, mais oui, vous avez raison. Donc ça on va le redire. Une carte d'abonnement avec un ticket qui nous coûte de mémoire 1,70 € au plus bas. Mais on passe de 1,70 € à 3,40 € si on le valide 2 fois. Et quand on prend le métro à Paris, on traverse Paris avec un seul ticket. Ah oui, aujourd'hui à Nantes, on ne peut pas traverser Nantes avec un seul ticket. C'est pas possible. Ça, on pourra le redire. Après, sur les axes d'amélioration, on avait rencontré le directeur général de la Sémitane en début d'année pour voir quelles étaient les pistes. C'est vrai qu'à court terme, ce que je n'ai pas dit, effectivement, ils ont quand même amélioré en mai, du fait des travaux sur l'île de Nantes, dans le centre de Nantes, qui perturbent la circulation et les transports. Ils ont réduit la fréquence, ils ont augmenté la fréquence du E8
de 12 minutes à 10 minutes depuis le mois de mai. Donc, ce qui permet d'avoir un peu plus de bus. Donc ça, c'était une mesure qu'ils ont essayé de faire ça sur un centre de ligne parce qu'ils voient bien qu'il y a plus de demandes et les gens ne prennent plus leur voiture pour traverser Nantes. On a relancé des pistes reliées à la gare de Boueil, essayé d'avoir des améliorations sur la route de Pornic entre Bougnay et l'échangeur. Donc il y aura une voie qui va être mise en œuvre d'ici 2027 de circulation des bus, donc qui permettrait de gagner un petit peu, mais c'est pas suffisant. On a aussi évoqué, monsieur le maire, la navette fluviale, parce que c'est une piste, mais pour l'instant, toujours rien. Donc on ne baisse pas les bras, on va se battre, parce qu'effectivement... mais il y a un écho, je trouve, depuis quelque temps, les maires des communes, Couëron, le long de la Loire, ils sont aussi intéressés, donc on verra ce qui... On a un nouveau vice-président là qui va être nommé, donc on va lui en faire part. Pour en revenir sur le ticket, enfin sur 2 tickets pour aller à Nantes, je suis entièrement d'accord avec vous. À chaque fois, je le signale lorsque les tarifs sont votés à Nantes Métropole. Et alors c'est pas une consolation, mais c'est une des conditions qui a fait que nous sommes exemptés de la loi SRU. C'est parce que justement c'est notre éloignement à la ville-centre et qu'il faut plus d'1h20 pour aller de Nantes au centre du Pèlerin au centre de Nantes. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème, c'est même anormal qu'on paye 2,40 € 3 € pour aller là-bas. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Le ticket, s'il durait 2 heures, ce serait très bien. On peut juste quand même signaler que maintenant, il y a la gratuité le week-end, que ça permet aussi quand même de permettre à les gens de ne pas prendre leur voiture pour aller en ville sur le week-end ou aller à des spectacles. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'on peut souligner quand même. Oui, alors je suis d'accord avec vous, on peut souligner, mais vous voyez, donc on fait gratuit le transport pour des gens qui n'habitent pas la métropole nantaise, et pour des gens qui habitent la métropole nantaise, on leur fait payer un double tarif. Voilà. Oui, donc il y a peut-être quelque chose à trouver quand même. Il ne faut pas supprimer la gratuité, il faut améliorer le prix, enfin la durée du ticket, je suis bien d'accord avec vous. Et les transports publics, c'est pour tout le monde. Les embouteillages qu'on a, on les a surtout dans la semaine, le matin et le soir, pour les gens qui travaillent, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Très bien, bah écoutez, merci pour ce rapport. Donc comme je vous le disais, les autres rapports qui sont l'eau et puis les déchets, c'est à votre disposition en mairie. Et comme je l'ai dit au début du conseil, le rapport sur Nantes Métropole sera présenté par Jean-Claude Lemasson, vice-président de Nantes Métropole au prochain conseil. Nous avons une question orale présentée par AEP. Donc, à l'occasion des travaux de la rue Sourdouille, nous avons constaté un état déplorable du réseau d'eau pluviale. Ne serait-il pas plus économique de réaliser les travaux de réfection maintenant que le bitume est déjà enlevé, plutôt que d'attendre que la rue ait été remise en état pour ensuite tout recasser et revoir le réseau? Les économies qui pourraient être réalisées sur cette seule rue se comptent probablement en centaines de milliers d'euros. Monsieur Gavouillère avait anticipé cette démarche lorsque la rue de la Jaunet avait été refaite. Pourquoi ne le ferait-on pas? Je vous remercie de ne pas le dire. Bon, alors je redis, la question est toujours intéressante. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je vais pouvoir expliquer encore, mais j'espère que les gens vont bien comprendre, que les réseaux n'appartiennent pas à la commune. Alors, ce qu'on appelle réseau, c'est tout ce qui est assainissement, l'eau pluviale, l'eau potable, l'électricité, le gaz et ainsi de suite. Donc, ça, c'est de la compétence métropolitaine. Les travaux qui sont rue Sourdille, actuellement, donc ce sont des travaux qui sont réalisés par une société, mais ce sont des travaux métropolitains. Donc la commune n'a rien à voir là-dedans. La seule chose qui a été prévue au début, donc c'est ce qu'on a fait avec Jean-Luc Billan,
c'était de refaire l'enrobé de la rue Sourdille, parce que chaque année, ils passent avec un système qui s'appelle Pivert, et ils regardent, ça donne une couleur d'un dégradé qui va du vert où la chaussée est très bonne à noir où la chaussée est très mauvaise. Donc là, les gens de la métropole ont estimé qu'il fallait refaire cette rue, qui a été décidé. Nous en avons profité pour demander à faire passer un câble qui va aller des Halles à l'autre côté de la rue, permettant ainsi aux commerçants de se brancher directement sur un boîtier électrique, ce qui n'obligera pas à faire intervenir quelqu'un des services techniques dès 5 h du matin pour faire cela. Au moins, ça sera post-fixe. Voilà. Donc ça, c'était le début. Et après, quand ils ont creusé, parce qu'il fallait en fait changer donc, les compteurs d'eau, quand ils ont creusé, ils ont vu, effectivement, je suis d'accord avec vous, l'état donc du système pluvial, donc qui était moche. Hein. J'ai vu les buses fissurées, j'ai vu celles qui étaient trouées. À chaque fois, nous avons été aux réunions de travaux qui se déroulaient le lundi à 14 h 30. À chaque fois, nous avons averti, il y avait quelqu'un de la métropole. À chaque fois, nous avons averti, nous avons même pris des photos pour indiquer ce que nous avions vu. Donc, à chaque fois, la métropole a dit oui. Ils n'ont pas dit que c'était normal, mais on en prend compte, sauf que quand c'est enfoui après, ils ne voient plus. Ils nous ont assuré qu'à chaque fois, lorsque c'était fissuré ou cassé, ils la répareraient, ce que je veux bien croire. Donc, le travail va continuer. Ils ne toucheront pas à l'eau pluviale et se contenteront de regarder l'eau potable. Et en plus, les budgets n'ont pas été prévus pour aller faire la réparation ou le changement de l'eau pluviale. Ça, c'est la première réponse à votre question. La seconde concernant Monsieur Gavouillère qui avait anticipé cette démarche, et effectivement, il avait anticipé. Mais là, c'était totalement différent puisque c'était sur le plan pluriannuel d'investissement de la commune. Et c'est la commune qui était le maître d'ouvrage. Donc c'est pour ça que dans sa grande bonté, sagesse, on va dire bonté, ouais, sagesse, dans sa grande sagesse, Monsieur Gavouillère avait dit on met, tant que la route est éventrée, on fait tout bien. Donc c'est ce qui a été fait. Mais par contre, l'argent nous a manqué à un moment donné. Et c'est pour ça que le giratoire de la cochère a été fait dans un second temps. Mais là, nous étions maître d'ouvrage. Donc on faisait ce que l'on voulait. Et là, dans les travaux qui sont rue Sourdille, c'est la métropole qui dirige ces travaux. Et nous, on ne peut rien faire. On ne peut qu'avertir. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question intéressante. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Donc on va vous envoyer pour être les nouvelles dates des 2 prochains conseils municipaux. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de vous revoir.